les présente les vraies voix. Mathieu Davy, avocat, membre du collectif de défense je vais le redire bien, de défense de l'état de droit. Je l'ai bien dit, maître? C'est parfait, Frédéric. Ouais. Vous êtes tous obligés de passer par des concours d'éloquence, d'ailleurs, vous, en tant qu'avocat. Hein, ouais. On en fait un certain nombre, déjà à la fac, et puis ensuite au barreau. Ouais. C'est pour ça que je me suis mis la pression. C'est l'entraînement, en fait, comme dans le sport pour les sportifs. Je vais le refaire. Avocat, membre du collectif de défense de l'état de droit. Voilà. C'est magnifique. Je peux être avocat. Miguel Sherman, conseiller municipal inscrit sans étiquette et président de l'association Engagement France Solidarité. Bonsoir, Miguel. Bonsoir, Frédéric. Vous aussi, vous êtes fort en rhétorique? Non, c'est de l'entraînement. Vous faites tous preuve d'une humilité terrible. On va voir si c'est la même chose pour Sébastien Ménard, qui est un peu l'habitué. Casquette, cravate. La star, éditorialiste et entrepreneur dans la foodtech. Bonsoir Sébastien. Salut Frédéric, ravi d'être avec vous et vous toutes, vous tous. Et puis heureux de passer l'été avec vous, avec les vraies voix. Oui, alors bon, vous avez compris que c'est un plateau très équilibré. Messieurs, vous n'êtes pas censés être d'accord. De toute façon, je viens pour leur taper dessus. Enfin, c'est un peu le principe. Donc, on est un punching ball ce soir. Non, mais disons qu'il y a l'œcuménisme radiophonique. Voilà, ça c'est la promesse éditoriale. Et puis il y a la réalité de ce qui va se passer. Préparez-vous, messieurs. Le combat des idées. Provocation paraguayenne, très très basse, et on saura répliquer. Vous vous rendez compte, les deux premiers ont fait très propre, et je savais qu'en lançant notre Sébastien, c'est l'ancien Sébastien, c'est normal. Faut pas se méfier des faux timides. Allez, messieurs, c'est parti. On ouvre le gros et lourd chapitre de la question du soir. Les vraies voix Sud Radio. 72 départements placés en alerte orange canicule. On vient de faire un point météo complet avec Rémi André. De nombreux incendies se sont déclarés dans la Drôme, vous le savez, dans l'Indre également. L'Indre qui fait face à l'un des plus grands feux de son histoire. Nous faisons un point très précis avec Jérôme Bonafou, chef d'état-major des pompiers de l'Hérault. Bonsoir Jérôme Bonafou. Bonsoir. Merci beaucoup de nous accorder votre temps. Vous êtes porte-parole des sapeurs-pompiers de France et on voulait faire le point avec vous. Est-ce que c'est une journée terrible ? Alors, le mot terrible n'est peut-être pas adapté. En tout cas, c'est une journée à risque, parce que, en tout cas, pour les départements du Sud, pour l'Hérault, les Pyrénées-Orientales, etc., vous avez vu que depuis quelques jours, il y a une météo spéciale feu de forêt, et nous sommes effectivement en journée à risque très sévère. On a même quelques zones qui sont un risque extrême, ce qui veut dire qu'il est le risque le plus élevé en matière de feu de forêt. Bon. Tout ça. Est-ce qu'on peut faire justement une carte des endroits les plus à risque? Aujourd'hui, au moment où je parle, les endroits les plus à risque, vous l'avez avec Météo France, ce sont la météo appliquée feux de forêt, c'est tous les départements du pourtour méditerranéen qui, depuis quelques jours, sont soumis à des températures très élevées, donc avec certains départements qui sont en alerte canicule. Et le problème qu'il y a, c'est qu'il y a du vent. Et donc les températures qui ont été élevées sur les 15 derniers jours, plus le vent, font que les risques forcément ont augmenté tout simplement. Voilà. Ensuite, vous avez aussi d'autres départements, notamment au-dessus des départements du sud de la France, qui également sont soumis à risque parce qu'ils ont été en canicule et parce que dès qu'il fait chaud, vous avez donc le taux d'humidité des végétaux qui dessèchent les herbes tout simplement, et donc là on arrive à avoir des feux qui se déclarent un peu partout en France. C'est une des tendances d'ailleurs qui se confirme. D'aucuns parlent de possibilités dans les Vosges, en Bretagne. Là, on a évoqué l'Indre. Finalement, de plus en plus, vos équipes, vos pompiers doivent être quasiment monopolisés sur l'ensemble du territoire. C'est bien cela la problématique ? Alors, en fait, il y a beaucoup de feux sur l'ensemble du territoire, mais il faut savoir que depuis des années, même si on était, nous, dans les départements du Sud, soumis à des risques feux de forêt depuis très longtemps, le ministère de l'Intérieur mobilise ce qu'on appelle des colonnes de renfort qui viennent de toute la France. Voilà. Donc il y a une solidarité, et donc la France est découpée en zones, les mêmes que les zones de défense militaire, et donc chaque zone doit fournir des colonnes de renfort. C'est le cas actuellement, donc il y a plusieurs colonnes de renfort qui sont défendues du nord dans le sud, et de la même manière que nous, quand il y avait une inondation dans le département du Nord, nous avions envoyé également des renforts
dans le département du Nord. Donc vous voyez, il y a une sorte de solidarité entre départements qui font que les pompiers sont habitués à se rendre d'un département à l'autre. Bon, on est bien d'accord. Là, on va débattre avec nos vraies voix après. Je vous embête pas avec nos questions un peu politiques. Le gouvernement a-t-il oublié les pompiers ? On ne vous sollicite pas sur la question. C'est pas votre propos, cher chef d'état-major des pompiers. On est bien d'accord, et porte-parole aussi. Mais vous êtes à flux tendu là. Vos hommes et vos femmes aussi ont besoin de souffler. Alors, ce qui se passe en fait, c'est que habituellement, on a une activité soutenue plutôt en fin de saison, c'est-à-dire au mois d'août. Si vous voulez, pour bien comprendre les choses, là, on est sur des risques, on a des indicateurs qui nous permettent toujours de déterminer les risques feux de forêt. Et si c'est les indicateurs, ce sont ceux que l'on retrouve normalement en fin août. Or, on est début juillet. Donc, quand vous dites on est tendu, effectivement, parce qu'on doit faire face à plusieurs départs de feu. Mais en France, la stratégie de lutte contre les feux de forêt, elle est partout pareille. Que vous soyez dans un département du Sud ou du Nord, c'est ce qu'on appelle une attaque massive des feux naissants. Donc, quand on sait qu'on a des zones à risque, et Météo France vous aide beaucoup à déterminer les zones potentiellement les plus dangereuses, on met les moyens sur le terrain. Donc il y a quand même une planification. Ce qui est compliqué, c'est quand vous avez un feu comme celui des PO, comme celui qu'on a eu nous dans l'Hérault, qui dure plusieurs jours, où là, ça vous mobilisez du personnel, parce qu'il faut éteindre le feu, on peut pas partir comme ça. Mais ce que je veux bien expliquer aux téléspectateurs, c'est que c'est pas parce qu'il y a un gros feu que tout le reste s'arrête. C'est-à-dire que les pompiers doivent continuer à faire des accidents de la circulation, des malaises, des noyades, parce que c'est, des incendies d'habitation. Donc c'est pour ça. Ouais. Donc il faut qu'on planifie. Ça nous oblige à plus planifier. Voilà. D'où les décisions notamment de supprimer certains feux d'artifice à l'occasion des festivités du 14 juillet quand la zone ne s'y prête pas. C'est ce qui justifie sûr, finalement. Tous les risques qu'on peut pouvoir supprimer qui sont susceptibles de mettre des incendies ou de générer des incendies, donc de risques en plus, ça nous aide à nous, forcément. Voilà, donc c'est le bon sens. Mais d'ailleurs, souvent, les préfets parlent avec les patrons des pompiers des départements, et puis ce sont des propositions, mais c'est fait tous en concertation aussi avec les chambres d'agriculture, parce que on a tout intérêt, tout le monde a intérêt à ce qu'il n'y ait pas de feu. Voilà, vous avez vu comme ça peut vite dégénérer. Voilà, c'est une collaboration et on va dire que c'est une réflexion collective pour le bon sens de chacun. Bon, dernière question, Jérôme Bonafou, je le rappelle, porte-parole des sapeurs-pompiers de France, chef d'état-major des pompiers de l'Hérault. À quoi faut-il s'attendre là pour les prochains jours ? On a déjà fait le point sur la météo. Quels sont les points de vigilance ? Y a-t-il un message à lancer, notamment aux auditeurs qui habitent sur ces zones concernées ? Le message à lancer, c'est très simple, il faut éviter par tous les moyens donc de générer un feu. Comment éviter pour générer un feu ? Ça passe par d'abord éviter les travaux agricoles. S'il y a un arrêté dans le département qui les interdit, surtout ne pas jeter le mégot par la fenêtre parce que ça peut arriver. Et surtout, ce qui nous aide le plus rapidement possible, c'est un geste très simple, c'est dès que vous voyez une fumée qui est un peu suspecte, il ne faut pas hésiter à donner l'alerte. Plus vite on intervient sur un feu, plus on a de chances de le maîtriser. En fait, il faut essayer qu'il ne dépasse pas les 5 hectares, parce qu'après, on sait qu'au-delà, quand un feu a parcouru 5 hectares, on sait qu'il peut s'installer et devenir un gros feu. Voilà. Donc, il ne faut pas hésiter, il faut être prudent. Et encore une fois, c'est un effort collectif qui permettra qu'on ait plus à gérer tous ces gros incendies. Merci beaucoup, Jérôme Bonafou. Avec tout notre soutien, bien sûr, pour toutes vos équipes qui sont, donc, on l'a bien compris, très, très, très mobilisées sur l'ensemble du territoire. Et ça va continuer. Merci, cher Jérôme Bonafou. Merci à vous. Bon courage. Allez, on file sur le Tour de France. Avec Matok, l'affineur des Pyrénées depuis 1950, en tête de peloton du savoir-faire fromager. Et on retrouve Pascal Chanteur pour cette étape surprenante. Pour tout vous dire, elle devait arriver à 17h45, cette 6e étape entre Pau et Gavarnie-Gèdre, 186 km de 100, avec le passage du col d'Aspin et du géant des Pyrénées, le col du Tourmalet. Mais Pascal Chanteur, il a fait exploser tous les chronos. Tadej Pogačar vient d'arriver, il s'impose en solitaire. Tadej Pogačar, Pascal Chanteur. On va voir l'arrivée de ses suivants dans un instant, mais expliquez-nous comment il a mis tout le monde à terre sur ce Tour de France, Pascal. Écoutez, comme à son habitude, il a mis son équipe à l'ouvrage.
L'équipe a été parfaite tout au long de cette étape. Ils ont d'abord repris une échappée du matin avec Mats Pedersen. Et puis après, tel un rouleau compresseur, Tadej Pogačar a été mis sur orbite. Il a attaqué à l'entrée de la Mongie et il s'est littéralement envolé pour aller gagner avec pratiquement plus de 2 minutes 20 sur Vingegaard et plus de 3 minutes sur Evenepoel, Sexas, Skelmose, Ayuso, enfin tous les autres leaders et notre petit Lenny Martinez qui sera aussi de la partie avec Paul Sexas. Donc Pascal Chanteur, on a eu une image fabuleuse, c'est-à-dire le numéro 1 mondial, le champion du monde qui passe au sommet seul du Tourmalet. Ça c'est rare, hein, c'est rare dans la légende du Tour de France. Vous nous confirmez que le maillot jaune, Thorsten Trahen, le Norvégien, est très très loin. Il a été lâché au pied du Tourmalet, hein. Il a été lâché et malheureusement il a aussi chuté dans la descente du Tourmalet, ce qui le met là à l'heure actuelle à plus de 20 minutes. Ouais, effectivement. Donc, la chose est claire et définitive. Tadej Pogačar remporte cette étape. Il prend le maillot jaune. Pour l'instant, la suite de la course va arriver, évidemment. On va vous libérer, Pascal Chanteur, mais vous nous le disiez. Donc, Jonas Vingegaard est à 2 minutes 25. Donc, déjà, on va dire, c'est quasiment plié au niveau du classement général. Et dans un troisième groupe, notons la présence de Lenny Martinez et de Paul Sexas, les deux Français. À leur côté, Del Toro, Lipovic, Ayuso, Kuss, Skelmose, Evenepoel. C'est entre ces hommes que la 3e place du Tour de France se jouera. On sait donc quasiment déjà aujourd'hui, sauf évidemment accident, ce qu'il en sera de ce Tour de France 2026. Pascal Chanteur, on vous retrouve tout à l'heure pour faire un point. Jonas Vingegaard place juste au sommet à l'arrivée. Merci Pascal, on se retrouve tout à l'heure. Avec Matok, l'affineur des Pyrénées depuis 1950, en tête de peloton du savoir-faire fromager. Allez, dans un instant, on reprend le cours normal de notre émission, si je puis dire. Breaking news avec nos amis pompiers, breaking news avec l'arrivée du Tour de France. Et puis, on retrouve dans un instant pour notre question du soir. Le gouvernement a-t-il oublié les pompiers? Vous réagissez, vous intervenez au 0826 300 300 avec nos vraies voix. À tout de suite. 17h-20h, les vraies voix Sud Radio. Sud Radio. 22 ans est décédé en service commandé en Savoie. Le ministre de l'Intérieur appelle aujourd'hui les employeurs à libérer les sapeurs-pompiers volontaires. Sans mauvais jeu de mots, il y a le feu également pour le gouvernement. Le gouvernement a-t-il oublié les pompiers? Vous avez entendu le témoignage du chef d'état-major des pompiers et du porte-parole, chef d'état-major des pompiers de l'Hérault et du porte-parole des pompiers en même temps, Jérôme Bonafou. Les trois vraies voix ce soir, Mathieu Davy, Michael Sherman, Sébastien Ménard. Messieurs, on y va. Sébastien Ménard, vous qui êtes l'ancien, vous commencez. Le gouvernement, il a oublié les pompiers ? On peut pas dire manifestement, si on est intellectuellement honnête, que dire que ce gouvernement ou les gouvernements précédents oublient les pompiers. C'est pas le sujet. La France... si, quand même un peu. Non, mais on peut pas dire qu'on oublie les pompiers. Il y a juste une problématique, c'est que la doctrine doit évoluer et les moyens doivent être reconsidérés. Comment ? Voilà. C'est toujours la même chose. Il faut de l'argent. Voilà, il faut de l'argent. Il suffit d'en mettre, mais le gouvernement n'en a pas mis. Donc, les a-t-il oubliés ? On va augmenter vos impôts déjà, première chose. J'ai l'habitude. Non, mais il y a pas de secret. En fait, on manque de tout. Alors, quand on manque de tout et quand on dit ça ici ou ailleurs, ça me fait doucement rigoler. Moi, je travaille dans 23 pays. Je peux vous assurer que sur les 23 pays dans lesquels je travaille, il y en a peut-être 22 où ça manque vraiment de tout. En France, on manque pas de tout. On a juste quelque part des difficultés à se fixer des priorités, à reconsidérer le modèle social tel qu'on le connaît. Et tant qu'on reconsidère pas ça, on n'arrivera pas à faire émerger des marges de manœuvre financières, logistiques. Mais on peut pas dire que le gouvernement oublie les pompiers ou n'aime pas les pompiers. Ça serait intellectuellement malhonnête que de soutenir une telle thèse. Michael Sherman ? La question, si le gouvernement a oublié les pompiers, je pense que les Français ont oublié le sacrifice des pompiers.
Il y a plus de 256 000 sapeurs-pompiers, 80% sont volontaires. On a plus de 1500 orphelins. Vous parliez du caporal Baptiste qui a perdu la vie à seulement 22 ans. C'était un sapeur-pompier volontaire. Moi, j'ai l'honneur de servir dans la réserve citoyenne. Mon colonel qui prend plus la retraite, je lui rends hommage, le lieutenant-colonel Bernès, qui a commencé chez les pompiers. Les valeurs des pompiers, je pense que chaque Français, chaque écolier, je pense qu'il serait bon dans l'éducation des Français, dans l'instruction, d'amener les enfants de plus en plus dans des casernes de pompiers pour qu'ils se rendent compte. C'est ce qui se fait. Hein. Moi, mes enfants à l'école, pas dans toutes les écoles de France. Je pense pourquoi vraiment. Vous dites que les Français ont oublié parce que les actes d'incivilité. C'est pas vrai, ça. C'est pas vrai. Pourquoi ? Parce que je vais vous dire, il y a des guet-apens de pompiers, il y a des sapeurs-pompiers. Non, mais c'est autre chose. Vous pouvez pas. C'est les Français. Ça marche aussi. C'est important. Attendez, on est 69 millions selon l'INSEE dans un pays comme la France. C'est pas parce que vous avez quelques milliers de, je vais le dire, pardonnez-moi, ça n'engagera que moi, de connards qui emmerdent et qui caillassent les pompiers. Est-ce qu'il y a une réponse de la justice ? Ah oui. Donc il n'y a pas de réponse. Oui, mais non, oui, non, ils sont en liberté. Mais non, il n'y a pas. Il y a aucune fermeté sur ceux qui agressent aujourd'hui les pompiers et les forces de l'ordre. Vous ne pouvez pas résumer quelques actes isolés et dire que les 69 millions de France. Vous ne pouvez pas dire que 69 millions de Français ne soutiennent pas les pompiers. En même temps, Michael Sherman a raison de parler parmi la problématique que nous avons soulevée, le gouvernement a-t-il oublié les pompiers, sur l'aspect sécuritaire pour les pompiers eux-mêmes. Mathieu Davy. Bien sûr qu'on les oublie, les pompiers. On est en période de canicule, c'est la deuxième, voire la troisième cette année. Ne pas penser aux pompiers, à ce corps militaire intermédiaire essentiel à notre population. L'argent, on l'a, on n'est pas un pays du tiers-monde. On peut tout à fait arbitrer des dépenses régaliennes pour nos pompiers, pour notre sécurité, à nous tous. Donc évidemment qu'il faut remettre un budget pour nos pompiers qui sont en première ligne, qui meurent et qui nous protègent. Donc pardon, oui, je pense que notre gouvernement abandonne nos pompiers comme il abandonne également d'autres corps intermédiaires que sont nos infirmières, que sont nos enseignants, que sont nos magistrats. Les policiers. Mais aussi. voilà, exactement. Donc évidemment que c'est un arbitrage à faire. On sait trouver encore l'argent pour les start-up et pour l'économie. Je pense qu'on peut le trouver pour la défense de notre santé et de nos forêts et de nos pompiers. Sébastien Ménard. Qui finance les services départementaux d'incendie et de secours comme l'acronyme, le SDIS. Oui. Voilà, c'est service départemental d'incendie et de secours. Quand les départements... Donc c'est aux collectivités locales, c'est ça ? Non mais je dis simplement que les collectivités locales, elles sont de toute façon déjà essorées par le système social. Voilà, moi j'ai été élu local, je suis content de ne plus l'être. Mais quand vous êtes dans des espèces de choix impossibles à faire, des injonctions contradictoires entre le système régalien et le système social, à un moment donné, les caisses de l'État, comme les caisses de nos collectivités locales, ce ne sont pas des tiroirs caisses sans fond. Donc il n'y a pas de responsable. Mais on est tous responsables. Ouais. Je dis simplement, on ne peut pas dire que l'État et les Françaises et les Français oublient les pompiers. Il y a juste des choix à faire. Les trois vraies voix, 0826 300 300. Laetitia des Arcs dans le Var nous appelle. Bonsoir Laetitia. Bonsoir, d'abord bonsoir à tous et en premier lieu je voudrais présenter mes condoléances à la famille du jeune pompier ainsi qu'à ses compagnons de feu. Effectivement, nous avons eu l'occasion déjà hier de lui rendre hommage et c'est la raison pour laquelle je voulais aussi le re-mentionner ce soir et merci pour cet hommage Laetitia. Vous êtes plutôt à la question qu'on a posée, le gouvernement a-t-il oublié les pompiers? Vous êtes plutôt à dire oui, c'est ça? Bon, moi, la première question, c'est de savoir où sont passés les Canadair et pourquoi n'a-t-on pas commandé de nouveaux avions capables de combattre le feu? Parce que là, je vois que depuis plusieurs jours, on parle de feu, mais on n'a pas parlé de Canadair. Où sont-ils? Et d'ailleurs, l'Union européenne a apporté son soutien pour nous aider dans cet apport de matériel. Donc, oui, mais c'est quand? Alors, parce qu'il y a beaucoup de communication, beaucoup d'idées qui sont lancées, mais on ne voit jamais de réaction, on ne voit jamais des actions et on ne voit jamais des résultats. Ensuite, nous habitons dans une région particulièrement propice au feu, surtout l'été. Bon, nous en avons beaucoup moins depuis quelques années. C'est déjà pas mal. Depuis les plus gros, je crois que c'était en 2003. Mais j'estime que les mairies font déjà pas mal, sauf chez moi, à Fréjus, où je travaille. La mairie oublie toujours de nettoyer les abords de notre commerce parce que elle court à droite, à gauche, mais pas chez nous. Et ça, c'était juste une petite pointe pour la mairie de Fréjus. Ouais. Mais sinon, je pense que les départements font leur possible.
Et surtout, on devrait faire un peu moins de dépenses ailleurs qui ne servent strictement à rien, qui n'apportent rien. Ça, vous avez raison. Se consacrer sur l'essentiel. Alors, merci. Ouais. Outre la santé, c'est aussi les pompiers, parce qu'il y a d'énormément, les gens ont tout perdu. Effectivement. Et que surtout, ils soient soutenus après. Et d'ailleurs, c'est lié, hein. Ouais. Et d'ailleurs, c'est lié, santé, pompiers. Alors, Laetitia, Sébastien Ménard souhaite vous répondre. Je vais juste répondre sur les Canadaires, parce que c'est vrai ce que dit notre auditrice. C'est vieillot. Non, c'est que les effets de communication sont évidemment toujours beaucoup plus immédiats que l'accès à la commande publique. Je rappelle que les Canadaires, la France n'en produit pas. Hein. Donc aujourd'hui, vous avez une préférence nationale. C'est au Canada, je crois. C'est au Canada. Il y a une préférence nationale au Canada. Effectivement, quand le président Macron, d'ailleurs que ce soit lui ou quelqu'un d'autre, le sujet c'est pas Macron, c'est que vous avez effectivement une commande qui est passée, le Canada a dit il n'y a pas de problème, vous les aurez dans 3 ans. Et puis finalement le Canada, les États-Unis sont eux aussi quelque part sur leur continent victimes du réchauffement climatique, des incendies catastrophiques que vous avez pu voir, et donc préférence nationale, ils ont dit voilà, les premiers Canadaires à sortir, ils seront d'abord pour nous. Non, mais bien sûr, ils seront d'abord pour nous avant d'être pour l'Europe et donc pour la France. Oui, donc on a tous compris Canadair, Canada. Donc c'est ça le sujet. C'est pas qu'ils n'ont pas été commandés. C'est une entreprise. Alors, restez bien avec nous parce que vous avez été nombreux à réagir. Merci Laetitia au 0826 300 300, mais nombreux aussi à répondre à cette question. Le gouvernement a-t-il oublié les pompiers? Pour Mathieu Davy, c'est plutôt oui. Pour Michael Sherman, c'est plutôt entre les deux. Et pour Sébastien Ménard, c'est plutôt non. On aura la réponse dans un instant. 17h-20h, les vraies voix Sud Radio. Sud Radio. Il y a beaucoup d'inquiétudes avec ces feux de forêt. Il y a beaucoup de tensions avec cette canicule. D'ailleurs, Sébastien Lecornu présidera une cellule interministérielle de crise demain. La vague de chaleur devrait continuer au moins jusqu'à mardi, avec notamment une nouvelle hausse des températures attendue dimanche et donc la multiplication des feux. Nous vous avons posé la question. Feux de forêt, le gouvernement a-t-il oublié les pompiers? Nous avons fait le point avec les pompiers. Nous avons débattu avec Mathieu Davy, Michael Sherman et Sébastien Ménard, nos 3 vraies voix. On accueille Quentin Saunier. Bonsoir Quentin. Bonsoir Frédéric. On a posé la question à nos auditeurs. Que disent-ils? Est-ce que le gouvernement a oublié les pompiers? Eh bien écoutez, sur notre sondage YouTube, ils sont 95% à répondre oui, donc c'est un score assez conséquent. Et dans les commentaires, c'est assez unanime également. On a Marie, vous en parlez tout à l'heure, qui nous dit: où sont les Canadaires si efficaces que l'État a commandé? Ça, c'est la vraie question. Et d'ailleurs, nos vraies voix y ont bien répondu. Tout à fait. Ouais. Et on a Michel qui nous dit: les pompiers sont tout autant oubliés que les Français. Bon. Messieurs, merci Quentin. Derrière tout cela, il y a quelque chose, et juste à chacun d'entre vous, cette question est une réponse, on va dire, assez synthétisée, mais Mathieu Davy, le fond du problème, et Sébastien Lecornu convoque demain tout le monde pour ça, c'est est-ce qu'on est capable de faire quelque chose contre la canicule déjà, et le réchauffement? Oui, peut-être qu'il faudrait écouter des professionnels d'ailleurs, que sont les pompiers, non ? Ce serait intéressant que ce gouvernement écoute aussi les vrais professionnels concernés et qu'il y ait une vraie collaboration, délibération avec l'état-major, avec les pompiers pour trouver des solutions. Je pense que les pompiers sont plus à même de répondre à cette question que M. Lecornu et son gouvernement. Alors sachant que lui, il centralise, donc il va parler avec eux, mais Sébastien Ménard, on est bien d'accord que les pompiers, eux, disent attention, réchauffement climatique. Il y a le réchauffement climatique, il y a aussi une vision parfois écologiste, un peu dogmatique, qui consiste à dire il ne faut pas débroussailler, il faut laisser la végétation, la faune, la faune et la flore, ça etc. peut arriver, oui, la faune, une contrepétrie. Oui. Exactement, ça existe. Oui. On n'est pas là pour faire des blagues, on est là pour être sérieux. Continuez, Sébastien. Donc voilà, il y a nécessairement des je vous dis, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une doctrine qui doit évoluer. Après, je vous trouve Mathieu un peu sévère avec le Premier ministre Lecornu. Le Premier ministre Lecornu a été quand même accessoirement le ministre des armées. Il y a une partie des pompiers, des sapeurs-pompiers qui sont des militaires, des professionnels. Donc on peut pas dire que on a, je dirais, un Premier ministre qui ne connaît pas ce sujet. Il a lui-même été président de département. Bon, donc président d'un SDIS, d'un syndicat départemental d'incendie et de secours. Je pense qu'il connaît son sujet. Bon, et puis Michael Sherman, même chose sur le réchauffement climatique. Maintenant, on est devant le fait accompli. Il y est vraiment ce réchauffement climatique. Ok, il y a un réchauffement climatique. Maintenant, il ne faut pas faire diversion sur les sujets. Il y a un manque de moyens. Il faut
très clairement attaqué le projet, et on le disait en off. Soit on s'attaque directement aux finances publiques, on augmente les impôts des Français, on leur fait comprendre qu'il y a un manque de moyens. Il n'y a pas 10 solutions pour régler le problème de donner des moyens aux pompiers. C'est soit on augmente les dépenses, l'efficience, un peu moins l'efficience. Mais oui, mais à la fin, d'autres thèmes, on peut faire croire ce qu'on veut aux Français. Il faudra faire comprendre aux Français qu'ils ne payent pas assez d'impôts pour avoir un meilleur service public. Ou l'argent est mal ventilé. Pardonnez-moi, moi je m'inscris en faux. Non, on peut pas dire qu'on paye pas assez d'impôts. On est le pays au monde où on paye le plus d'impôts. Je dis pas qu'on paye pas assez d'impôts. Je dis que si on veut une meilleure qualité de service public, notre pognon est juste mal géré. Ça c'est du blabla. Le premier consentement à l'impôt, il est pour nos policiers, pour nos pompiers. Enfin, le consentement à l'impôt des Français, il est avant tout pour les pompiers. Il n'est pas pour toutes les autres conneries où là on claque beaucoup de pognon pour rien. Mais ça on est d'accord. Les Français sont d'accord pour payer plus cher pour les pompiers. Et c'est heureux comme ça parce que vous êtes d'accord là-dessus. Très bien. Voilà pour ce point. On y reviendra évidemment parce que c'est l'actualité. Je veux vous emmener maintenant sur le tour, alors pas le Tour de France, mais le tour de table des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio. On commence par vous, cher Sébastien Ménard, parce que l'actualité nous amène à la Coupe du Monde. Et cette Coupe du Monde, ce soir, c'est quart de finale, France-Maroc. Et vous, auditeurs, écoutez bien, vous dites le Maroc doit gagner cette rencontre face à l'équipe de France. Je vous écoute. Et oui, donc mon seul contre tous, parce que c'est ça mon sujet. Oui, c'est sûr. Pourquoi le Maroc mérite de gagner face à l'équipe de France. Alors je vais être clair, pour rassurer tout le monde, je suis français, toujours, j'aime les Bleus, encore. J'ai vibré en 98, en 2018, et je continuerai à vibrer pour l'équipe de France, mais il y a un petit problème. Mes meilleurs amis de Rabat, donc du Maroc, jusqu'à Jeddah, en Arabie Saoudite, m'ont donné un surnom dans le cadre de mes différentes fonctions que j'ai pu avoir, politiques ou économiques. C'était Laurence d'Arabie, et c'est toujours Laurence d'Arabie. Donc, à partir plus pour Laurence ou plus pour d'Arabie ça, je vous laisserai y réfléchir seul. Donc, à partir de là, je suis plus totalement objectif. J'en suis désolé, mon cher réalisateur Maxime, qui adore le foot et l'équipe de France. Je suis un Français, mais avec une clause d'amitié marocaine. Un patriote sous influence de Tagine, un chroniqueur chez Sud Radio, placé sous haute surveillance diplomatique. Alors ce soir, je vais peut-être vous surprendre. Je crois que le Maroc mérite de gagner. Pourquoi ? Parce que le football, c'est aussi une autre histoire. La France a déjà été championne du monde 2 fois. Elle a déjà disputé plusieurs finales. Elle possède l'un des plus grands viviers de talents de la planète. Si les Bleus s'arrêtent ce soir, ils reviendront parmi les favoris de manière mécanique dans 4 ans. Le Maroc, lui, écrit une toute autre histoire. En 2022, les Lions de l'Atlas, c'est comme ça qu'on appelle l'équipe du Maroc, avait ouvert une porte en devenant la première sélection africaine et arabe à atteindre une demi-finale de Coupe du Monde. Beaucoup parlaient d'un exploit sans lendemain. 4 ans plus tard, ils sont encore là. Ce n'est donc pas un accident, c'est une confirmation. Alors, oui. Et si le Maroc gagnait ce soir, ça serait pas seulement la victoire d'une équipe, ça serait la victoire d'un continent qui attend depuis toujours de voir l'Afrique soulever enfin une Coupe du Monde. Ça serait aussi la récompense d'un pays qui a beaucoup investi dans ses centres de formation, dans ses infrastructures, dans sa jeunesse, dans son football. Et puis il y a quelque chose de profondément beau dans cette affiche. Pourquoi ? Parce que beaucoup de joueurs marocains, quasi la totalité, parlent français. Nombreux sont ceux qui ont grandi chez nous. Nombreux sont ceux qui sont passés par nos centres de formation. La France n'a pas seulement construit son équipe de France, elle a aussi contribué d'une certaine manière à faire grandir celle d'en face. Et ça, c'est plutôt beau. Bon. Alors finalement, si le Maroc gagne, ce sera aussi un peu la victoire du savoir-faire et du football français. Bien sûr, sportivement, les Bleus, les nôtres, les vôtres restent favoris, personne ne peut le nier. Mais parfois, le sport dépasse les statistiques. Il raconte une aventure humaine, il donne de l'espoir, il change le regard porté sur un continent entier. Voilà pourquoi je ne souhaite pas la victoire du Maroc, mais je serais heureux si le Maroc l'emporte. Bien. Alors c'est joli, c'est très bien dit. La chanson dit fuis Laurence d'Arabie. Donc mais restez là, chère Laurence d'Arabie, Sébastien Ménard. Non mais ce qu'on peut dire, juste un mot, messieurs, effectivement, on entend ça, c'est vrai, c'est bien aussi pour ce continent, mais quelque part, de tous les autres adversaires de la France potentiellement sur ces quarts de finale, si on perdait contre le Maroc, c'est la défaite qui nous fait le moins mal ou pas, Mickaël ? Moi, je défends avec force nos 3 couleurs bleu, blanc, rouge. Je souhaite évidemment la victoire de la France. J'ai cru comprendre qu'on avait un agent étranger du Royaume du Maroc en face de nous. J'ai un passeport diplomatique. Ah, voilà, ça doit être pour ça. Non, évidemment que aucune défaite ne serait tolérable. On a une superbe équipe de France. On a un superbe Kylian Mbappé qui nous défend et qui nous rend fiers. Et enfin, malgré
tous les débats qui nous opposent. Si on peut être d'accord sur une seule chose, c'est la victoire de la France, on sera très heureux. On y reviendra de toute façon tout à l'heure. Mathieu Davy, c'est vrai quand même que on se souvient, vous étiez jeune et moi aussi, quand le Cameroun de Roger Milla a atteint les problèmes. C'est bien aussi pour le continent africain. Hein. Franchement, cette équipe du Maroc, elle est très belle et je vais vous surprendre. Je pense qu'on sera heureux ce soir, quel que soit le résultat, pour 2 raisons. D'abord parce qu'on est quasi certain de voir un match d'anthologie entre 2 très belles équipes. Bravo. Hein, on va se soigner de cette horrible équipe paraguayenne, d'anti-jeu. Donc on va se régaler. Et de voyous. Et je sais qu'en fait, on va être content parce qu'on va voir un match, un 4-3, je sais pas, quelque chose de magnifique. On va être heureux parce qu'évidemment que la France doit gagner. Évidemment, nous aussi, ce que j'ai envie de dire à nos amis marocains, eux, ils ont une revanche contre nous depuis la demi-finale. Mais nous, si on peut aller en finale, on a une autre revanche. On a la belle face à l'Argentine, potentiellement. Donc, qu'ils nous en veuillent pas. On les aime, nos amis marocains. C'est nos cousins, c'est nos frères. Et cette équipe, surtout du Maroc, elle est très belle. C'est pas une équipe de voyous. C'est une équipe de gentlemen comme nous. Donc pardon les Marocains, on vous adore. Nous, le truc c'est qu'on a une Coupe du Monde à aller chercher et une raclée à mettre à l'Argentine. Et maintenant, s'ils gagnent, les Marocains, s'ils gagnent avec le jeu qu'ils ont, moi j'en serais finalement heureux. Je vais rentrer frustré, mais quand même heureux parce qu'ils le méritent et qu'ils deviennent favoris de la Coupe du Monde. Bien. Et donc pour moi c'est quand même aussi une très belle chose pour ce petit pays qu'on adore, avec nos amis, nos cousins qui y sont. N'oublions pas les Français au Maroc, les Marocains qui vivent en France. C'est passionnel. Donc ça vaut le coup quand même. C'est passionnant. Je ne peux même plus vous arrêter tellement vous êtes passionné et c'est beau. Alors non, on a encore, on va juste une petite parenthèse, cher Maxime et vous les auditeurs de Sud Radio, sachez qu'on reviendra tout à l'heure. On fera à 18h30 un spécial Coupe du Monde France-Maroc. Avant de marquer une petite respiration, Michael Sherman, je voudrais juste vous permettre de faire un éclairage sur quelque chose qui vous tient à cœur. 35% des familles monoparentales vivent sous le seuil de pauvreté et ça a une symbolique très forte en cette période d'été. Allez-y. Il y a 35% des familles monoparentales qui vivent sous le seuil de pauvreté. Vous l'avez très bien dit, Frédéric. Bien souvent des femmes. Plus de 300 000 enfants en Île-de-France. Moi, j'ai la chance d'être bénévole et de présider une association qui s'appelle Engagement France Solidarité. Et je voudrais remercier tout le tissu associatif bénévole français. Il y a plus de 20 millions de bénévoles qui donnent de leur temps de tout âge. Et aussi, il faut le dire, parce que l'État ne peut pas tout faire. Et si on n'avait pas des sponsors qui sont admirables et qui donnent parfois de leur argent, parfois des avantages en nature. Moi, je voudrais penser ce soir... Des mécènes, des partenaires, moi, etc. Je pense aux commerçants itinérants, les forains, qui sont aux Tuileries ou à la Fête des Loges et qui accueillent gratuitement les familles dans le besoin. Donc, je voudrais ce soir leur rendre hommage parce que c'est de voir des sourires d'enfants qui peuvent pas partir en vacances, qui peuvent aller manger une gaufre, prendre une barbe à papa, grâce aux commerçants itinérants, grâce aux forains, et qui en plus sont des Français entrepreneurs qui travaillent 7 jours sur 7 et qui acceptent, même dans des temps compliqués, d'offrir du bonheur aux enfants. Je voudrais ce soir leur rendre hommage. Bien, c'est joli. Dans un instant, on va se retrouver ensemble avec vous les auditeurs, 0826 300 300. On aura un ministre des Sports. Bah oui, parce qu'en ce France-Maroc là, et puis cette journée du Tour de France importante. Et puis n'oubliez pas, le grand débat s'approche autour de la question de Marine Le Pen. Est-ce que la justice fait preuve de neutralité ? Tiens, on a un avocat autour de la table. Ça va être très intéressant. 17h-20h, les vraies voix 7h-20h, Frédéric Bradel. Et vous êtes les bienvenus avec nous, avec nos 3 vraies voix. Gros débat ce soir autour de la neutralité de la justice concernant Marine Le Pen. On y reviendra évidemment dans un instant. Préparez-vous à intervenir au 0826 300 300. Je vais tout vous dire. On devait avoir notre auditeur si vous étiez ministre et donc il avait tout préparé parce que ça se prépare. Hein. Avant, on dit tiens, est-ce que ça vous dirait d'être ministre et on va proposer des sports. Et notre auditeur était prêt, sauf que cet auditeur, tenez-vous bien, est policier et il a été appelé sur une urgence. Et évidemment, comme il y a eu urgence, Aude, qui est au standard, lui a dit non, allez-y, évidemment, bien sûr, de toute façon, il y serait allé, quoi qu'il arrive. Donc, on retrouvera le ministre après. Et il se trouve que le ministre, il vous défie normalement pour le jeu. Et le jeu,
chères vraies voix que je représente, parce que vous les découvrez peut-être pour certains, puisque il y a certes un habitué, Sébastien Ménard, éditorialiste et entrepreneur dans la foodtech. Vous êtes là, Sébastien, toujours là pour vous. Voilà. Mais il y a nos habitués, notamment des vraies voix de l'été, qu'on retrouve un petit peu plus épisodiquement. Mathieu Davy, avocat, membre du collectif de défense de l'état de droit. Présent. Et Michael Sherman, conseiller municipal inscrit sans étiquette et président de l'association Engagement France Solidarité. Présent également. Eh ben voilà, c'est ça. Alors écoutez, vous avez parlé de la Coupe du Monde tout à l'heure. Eh bien, je vais vous challenger sur la Coupe du Monde. Et vous, les auditeurs, vous allez essayer de relever ce défi. Le jeu. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Alors, écoutez bien. Donc, vous jouez chacun pour votre pomme, hein, messieurs, et les auditeurs, relevez ce défi. Vous savez que la FIFA, qui organise la Coupe du Monde, la Fédération internationale de football, a eu une riche idée. Elle a demandé à chaque joueur de se présenter face caméra avec le nom écrit sur un petit carton et en prononçant leur nom. Donc ça donne, alors c'est très intéressant parce que vous avez un pays avec les prononciations du pays, etc., etc. Et donc avec Maxime, notre réalisateur, Maxime Sénat, rien à voir avec le pilote, mais nous vous avons pris plusieurs équipes. Vous allez écouter les joueurs qui se présentent. Le premier de vous qui répondez n'aura pas une tapette, comme le dit la chanson, mais aura un point. Le premier arrivé à 4 points à gagner. Donc nous avons Mickaël, nous avons Sébastien et nous avons Mathieu. Alors écoutez bien, de quel pays, de quelle nation s'agit-il? Les joueurs se présentent, vous devez, alors si vous connaissez les joueurs en tant que tels, ça va être facile, mais à la prononciation, essayez de retrouver, et vous aussi les auditeurs de Sud Radio. Top! Diogo Costa. Diego Nelson Costa. Semedo. Ruben Dias. Quel pays? Tomás Araújo. Portugal. Portugal. C'est Mathieu Davy, Portugal. On peut les écouter, les autres, les Portugais, comment ils prononcent leur nom? Oui, Diogo Costa. Oui, Nelson Semedo. Ruben Dias. Tomás Araújo. Diogo Dalot. c'est fabuleux le portugais. Cristiano Ronaldo. Voilà, Cristiano Ronaldo. Ne prononcez pas le Ronaldo comme vous faites, Sébastien, habituellement. Là. Sébastien est frustré parce que il a reconnu Diogo Costa, mais il m'a fait une passe D. Voilà. 1-0-0. Attention, chers amis, de quel pays s'agit-il? Yehvan Diouf. Mamadou Sarr. Kalidou Mali. Koulibaly. Abdoulaye Seck. Sénégal. Oui, Sénégal. Michael Sherman, 1 point. Sébastien Ménard est à 0. Disons que le foot, c'est pas ma grande spécialité. C'est pas une problématique de foot. C'est que j'ai reconnu l'accent Wolof. Voilà. Vous nous avez dit que vous voyagez dans tous les pays précédemment. Mais pas ceux-là. Pas ceux-là. Donc vous n'êtes pas allé au Portugal. Et en fait, vous n'êtes pas allé au Sénégal. C'est sûr que ça va déraper. Je pensais que ça allait venir de moi, mais ça va déraper. Faites-moi un quiz sportif sur la NBA ou même sur l'Euroleague de basket. Alors écoutez je bien. risque de l'emporter. Écoutez bien. Parce que vous voyagez beaucoup et vous, les auditeurs de Sud Radio, parce que vous avez l'oreille. De quel pays s'agit-il? Bart Verbruggen. Jurriën Timber. Martin de Roon. Pays-Bas. Oui, Pays-Bas. Martin de Roon. Eh ouais, c'est pas facile, le hollandais. 2 pour Mathieu Davy, 1 pour Michael Sherman, 0 pour Sébastien Ménard. Ça, c'est facile. Et là, je dis rien, écoutez. Dominik Livakovic. Josip Stanisic. Croatie. Je pensais que... c'est Leovic, quoi. C'est Croatie ou Serbie. Je pensais que Sébastien Ménard... Ah non, mais je suis... Non, mais il fait une sieste. Attendez. Non, c'est pas que je fais une sieste, c'est que je suis désolé. Ce mondial m'intéresse peu. Ça m'intéresse ce soir. Voilà. Ne bottez pas en touche. Je ne sais même pas qui a participé. Ne bottez pas en touche. Ce jeu présente la particularité d'associer passion du foot, passion du monde et passion des accents. Encore fallait-il savoir qu'il y avait la Croatie qui avait participé à la Coupe du Monde. Non, je vous jure que non. Attention, 5e pays. Melvin Mastil. Aïssa Mandi. Ashraf Abada. Maroc, ouais. Ghana. Eh ben non, c'est pas le Maroc. C'est l'Algérie. Algérie. Sébastien Ménard. Ashraf, c'était soit marocain, soit algérien. Ah, c'est pour ça. Voilà. Sébastien Ménard, vous, Laurence d'Arabie, votre surnom. Oui, j'ai trouvé. Voilà. Je sauve l'honneur. 1 point.
3-1-1. Alors là aussi, écoutez bien. Manuel Neuer. Allemagne. Antonio Rüdiger. Allemagne. En fait, c'est un vrai fouteux, Mathieu. C'est un fouteux, ça. J'ai pas dit que j'étais pas. Victoire de Mathieu Davy, mais parce que nous pouvons nous faire plaisir. Un dernier. Le match uniquement maintenant entre Sébastien Ménard et Michael Sherman. Messieurs, il vous reste 3 équipes. Sur ces 3 points qu'il vous reste, vous êtes à 1-1. Faites pour le mieux. De quel pays s'agit-il? David Ospina. Espagne. John Lucumi. C'est pas Espagne. Kevin Castaño. Richard Rios. Paraguay. Non. Mexique. Non. Continuez. Colombie. Bon, là, c'est vraiment des hasard. Hein. C'était pas du tout, c'est la stratégie. Sébastien Ménard, 2-1. Vous pouvez être médaille d'argent si vous trouvez celui-ci. Brice Samba. Malo Gusto. Lucas Digne. La France. Ah bah il serait temps. Oh là là, il serait temps. Michael Sherman, 2-2. Comment ne pas reconnaître la France? Là, quand même, vous êtes fort. En fait, on cherche l'étranger. Eh ben oui, comme mentalement. Je l'ai dit avant lui. Mais parce que je suis une teigne, je voulais vous piéger. La VAR. Maxime, vous êtes vendu. Pour la 2e place, et vous les auditeurs de Sud Radio, essayez de découvrir de quel pays s'agit-il. Dernier extrait. Matt Turner. USA. States. J'ai dit en premier States. States. Ah, j'ai dit en premier States. On peut faire le replay. Hein. Je demande à Maxime, c'est là notre réalisateur. En premier, effectivement. Donc c'est pour Michael Sherman. Exactement. Médaille d'or. Vous allez terminer sans moi cette émission. Je ne perds jamais sur cette antenne. Je suis humilié. Mathieu Davy, médaille d'argent, Michael Sherman. Je suis humilié. C'est bien la peine de venir chaque semaine. Médaille de bronze, Sébastien Ménard. Dans un instant, le grand débat. Ils seront là. Vous les avez entendus. Ils sont remontés comme des pendules. Le grand débat du soir. Donnez-nous votre avis. Est-ce que la justice est totalement neutre dans l'affaire Marine Le Pen? C'est la question du soir, précisément. Affaire Marine Le Pen. La justice fait-elle preuve de neutralité? Vous répondez, vous nous appelez pour participer au débat. 0826 300 300. Juste après les infos. 17h-20h, les vraies voix Sud Radio. Sud Radio. Les vraies voix de l'été, 2e partie, avec des face-à-face. La justice face à Marine Le Pen. Et en Coupe du Monde de football, la France face au Maroc. Vous réagissez au 0826 300 300 ou sur nos réseaux sociaux et notre chaîne YouTube. Évidemment, dans cette émission, nous poursuivons le suivi des feux de forêt, de la canicule, le tout avec l'expertise de nos vraies voix que je vous présente. Les vraies voix Sud Radio. Si vous venez de nous rejoindre, sachez que Mathieu Davy, avocat membre du collectif de défense de l'état de droit, est avec nous. Michael Sherman, conseiller municipal inscrit sans étiquette et président de l'association Engagement France Solidarité. Sébastien Ménard, éditorialiste et entrepreneur dans la foodtech. Messieurs, on parlera tout à l'heure de France-Maroc, mais un petit pronostic, Mathieu Davy? 4-3 pour la France. Ah, carrément 4-3, oui. Ouais. Sébastien Ménard, dont vous nous avez... qui nous avez rappelé que vous n'y connaissiez rien en foot? Pas grand-chose, mais je vais faire comme le président Hollande qui a dit 2-1 pour la France. Moi, je dis 2-1 pour le Maroc. Mais pourquoi le président Hollande, il a dit 2-1 pour la France? Non, parce qu'en fait, c'est un extraordinaire pronostiqueur. Et à chaque matin, avant les matchs de l'équipe de France, il a donné jusqu'alors des pronostics. Et pour l'instant, il ne s'est pas planté. Mais il a dit 2-1 pour la France. Il a dit 2-1 pour la France. Moi, je dis 2-1 pour le Maroc. Mais alors, pourquoi vous citez François Hollande alors que ça n'a aucun... je dis vous voulez vous faire accepter, enfin, vous imaginez... Ouais, non, je vous ai dit que François Hollande sera le prochain président de la République. Je l'ai déjà dit 25 fois. Donc vous êtes en train de vous placer sur Sud Radio. J'ai pas besoin de me placer. Vous savez, vous l'êtes déjà. Voilà, il est déjà placé. Ce monsieur est important. Michael Sherman, votre pronostic? Moi, je dirais 3-2 pour la France. Pour la France. Très bien. 3-2, c'est pas mal. Dire le contraire de François Hollande, c'est plutôt prudent. Hein. Oui. Ça, c'est énorme. Oui, mais ça, c'est facile. Ça, c'est facile. Oui, mais c'est du Mathieu Davy dans le texte. Mais c'est tellement du cabotinage de fin de semaine. Très bien. Bon, ça, c'était le clin d'œil France-Portugal, etc., etc. Mais rentrons maintenant dans les choses sérieuses. Le grand débat. Les vraies voix Sud Radio. Le
La Cour de cassation pourrait se prononcer sur le pourvoi en cassation de Marine Le Pen au plus tard début avril 2027. Habituellement, il lui faut minimum 1 an pour statuer. Traitement de faveur pour une élection propre ou pour une machination anti-RN. Nous vous posons la question à vous, les auditeurs de Sud Radio. Affaire Marine Le Pen, la justice fait-elle preuve de neutralité? Alors, j'aimerais déjà que vous écoutiez cette intervention de Rémi Heinz, qui est procureur général près de la Cour de cassation et qui s'exprimait chez nos confrères de France Inter ce matin. Il a justement voulu faire le point et il parle de cette neutralité de la justice. Nous l'écoutons, c'est parti. C'est parti. Ce qui est important, c'est que nous sommes en ordre de marche pour rendre cette décision avant le scrutin présidentiel. Et nous ferons tout, nous, en ce qui nous concerne, pour tenir cet objectif parce que nous y sommes engagés et encore une fois, nous sommes dans un fonctionnement qui est un fonctionnement normal. Alors, qui est dans un fonctionnement normal. Bon, sans vous faire offense, Michael Sherman et Sébastien Ménard, je vais commencer par l'avocat, Mathieu Davy. D'un point de vue, parce qu'on a du mal à comprendre quelque chose, Mathieu Davy. C'est-à-dire que tout le monde évoque le temps d'1 an à 1 an et demi pour qu'une cour de cassation statue, et là, ça ne serait pas le cas. Beaucoup de choses ont déjà été dites depuis quelques jours. J'aimerais qu'on reprenne les choses un petit peu dans l'ordre. Le tribunal avait été assez sévère. C'est un jugement, si vous en souvenez, qui avait présenté Marine Le Pen comme une personnalité dangereuse pour l'ordre public, d'où une inéligibilité assez longue qui allait au-delà de l'élection présidentielle. La Cour d'appel a une attitude, à mon sens, un peu plus adaptée, peut-être plus proportionnalisée à la situation de Marine Le Pen et à la démocratie de notre République, c'est-à-dire qu'elle a laissé la porte ouverte à ce que Marine Le Pen puisse quand même se présenter, tout en maintenant une peine très lourd, très grave, sur le fond. On rappelle, avec même 3 ans de prison, dont un ferme, voilà. et cette année de ferme, c'était avec le bracelet électronique. La Cour d'appel a eu ce raisonnement que je trouve très intéressant. Et c'est là, est-ce que c'est de la neutralité ou pas? Ça reste de l'indépendance, évidemment. Elle est condamnée, elle est inéligible, mais bracelet électronique pour pouvoir se présenter. Parce que, dit la Cour d'appel, nous allons laisser le peuple trancher. Qu'est-ce que doit trancher le peuple dans cette histoire? Est-ce que je vote ou pas pour une candidate en bracelet électronique? Mais pas parce qu'elle n'est pas disculpée ou innocente. Elle l'est condamnée. En revanche, en tant qu'institution judiciaire et en respect de la séparation des pouvoirs, à la Montesquieu, l'essence même de l'état de droit français, en tant qu'institution judiciaire, on sait que l'élection présidentielle, c'est le moment démocratique de la décennie. Il y en a 2 par décennie. Donc, laissons le peuple français prendre ses responsabilités. Donc, alors, pardonnez-moi, Mathieu, juste, là, on n'est pas à la cour, c'est la radio. Donc, moi, je suis obligé d'éditorialiser. Est-ce que je voulais vous répondre? Non, mais justement, Mathieu, ce qui est très important sur ce que vous dites, très bon jugement rendu par la Cour d'appel. Je veux juste demander... J'ai pas dit très bon jugement, j'ai dit jugement sévère, dur. Mais assoupli par la Cour d'appel. Mais assoupli par la Cour d'appel. Et qui permet donc à Marine Le Pen de se présenter. C'est ce que vous dites. On est d'accord? Exactement. Et c'est ce que va dire la Cour de cassation. C'est ce que je voulais vous répondre. Alors justement, je vais vous interroger sur la Cour de cassation. Mais avant, Michael Sherman et Sébastien Ménard, sur ce que vient de dire Mathieu Davy, sur finalement la décision de la Cour d'appel, oui ou non, sur ce que vient de dire Mathieu, qui dit c'est plutôt intelligent. Déjà, on a le devoir, je pense, de respecter l'institution judiciaire. Il y a la séparation des pouvoirs en France. Moi, je suis conseiller municipal. Je pense que le mélange des genres, et c'est important, je pense que les Français aussi comprennent qu'il y a le respect d'une décision de justice. Le pourvoi en cassation, sauf erreur de ma part, et l'avocat en face de nous ne changera pas la décision judiciaire. Non, mais on va y revenir après, parce qu'il va nous parler de la Cour de cassation. Mais l'arrêt rendu par la Cour d'appel, on parle d'arrêt d'ailleurs, pour une Cour d'appel. C'est pour la première instance. Voilà, c'est ça. Donc l'arrêt rendu pour la Cour d'appel vous semble plutôt bien pesé pour le bon déroulement de la vie démocratique. Michael Sherman. La Cour d'appel de Paris a statué. C'est pas à moi qui n'est pas juge de dire. Vous voulez pas vous prononcer? Mais je n'ai pas. Vous avez bien un avis. Mais je n'ai pas, moi, en tant que politique, à commenter ce que la Cour d'appel fait. Je pense que même les élus en France. Mais en tant qu'éditorialiste ce soir sur Sud Radio. En tant qu'éditorialiste sur Sud Radio, je respecte la décision de justice. Je pense, par contre,
que le communiqué, parce que c'est de la communication que fait aujourd'hui la Cour d'appel de Paris, son représentant Rémi Hertz, qui a pris la parole. Je pense qu'avant une élection présidentielle, je pense que il n'était pas utile de dire comme quelque part une urgence de devoir se prononcer avant l'élection présidentielle. Je pense qu'ils ont commis une erreur de communication. Alors ça c'est autre chose. On va y revenir. Sébastien Ménard, même question qu'à Michael Sherman qui n'a pas voulu répondre. Vous étiez élu mais vous ne l'êtes plus. Alors allez-y. Moi j'ai été élu pendant plus de 20 ans, donc je suis ancien conseiller ministériel. Enfin bref, j'ai eu des fonctions qui m'ont obligé à une certaine forme de neutralité. Voilà. Jusqu'alors. Non, moi je voudrais juste ce que vous n'avez pas dit, maître. Cher Mathieu, c'est on rend la justice au nom du peuple français et pas à la place du peuple français, ce qui est une grosse nuance. Et sur cette antenne, on a souvent dit que finalement, il y avait une espèce de république des juges qui avait enjambé le suffrage universel direct, qui avait quelque part, parfois, par parti pris, par une vision très partisane ou intellectuellement très engagée, pour pas dire plus, décider de ce que de celles et ceux qui pourraient concourir à l'élection présidentielle, comme vous l'avez dit, maître, qui est quelque part la plus belle et la plus grande des batailles démocratiques par décennie, vous l'avez dit. Donc aujourd'hui, oui, on retrouve quelque part dans la décision de la Cour d'appel et dans vraisemblablement ce qui va se dérouler, l'essence même, vous avez cité Montesquieu, vous avez bien fait, c'est on rend la justice au nom du peuple français et pas à la place du peuple français. Vous estimez qu'ils l'ont fait à la place du peuple. Non, c'est trop tard, Michael. Vous avez botté en touche, là, vous reprenez pas la main. C'est trop facile. Je veux savoir. Mathieu Davy. Mais vous dites pas ce que vous pensez. Stop, c'est à Mathieu Davy. Non, mais il faut pas Mathieu Davy, donc maintenant. Pas créer de dissidence artificielle. Je défends l'état de droit. La justice rendue par le peuple, pour le peuple, au nom du peuple, ce que vous avez oublié de dire. En revanche, ce que j'aimerais dire quand même, c'est que j'ai bien dit au nom du peuple français. La Cour d'appel a maintenant une cellule de communication. Est-ce que vous savez ça depuis janvier, février ? Non, je ne savais pas. Non. Et donc, pourquoi ? Pour l'accès au droit. Et d'ailleurs, il faut défendre l'accès au droit pour que les justiciables comprennent, décryptent, s'approprient les décisions qui les concernent au plus haut point en tant que justiciable, en tant que citoyen. Donc la Cour d'appel, faut pas la juger là-dessus. C'est intelligent, je trouve, que de communiquer, que d'expliquer l'arrêt et de dire justement, écoutez, nous, quand on décrypte cet arrêt, Madame Le Pen a été condamnée, elle est responsable, elle est coupable. Maintenant, on a considéré que sur l'inéligibilité, qui est un sujet aussi démocratique et pas que judiciaire, nous avons considéré que nous n'irions pas jusqu'au jour du premier tour de l'élection. On a bien compris, Mathieu. Mais donc, c'est très intéressant, parce qu'on pourrait croire que c'est une décision politique. Non, c'est une décision judiciaire, mais qui, par le principe de proportionnalité de la peine, qui est quand même notre sacro principe judiciaire, s'est adapté à Madame Le Pen, qui est une prévenue, comme les autres, mais pas tout à fait comme les autres. Donc c'est intéressant, c'est pas une décision politique, c'est une décision adaptée au dossier et aussi au peuple français, qui rend justement cette justice. Donc je reviens sur la Cour de cassation et comme vous êtes magnifiques tous les trois, vous m'avez amené jusqu'à la nécessaire petite respiration, comme ce qu'on appelle finalement une bande-annonce. Donc la bande-annonce est la suivante, chers amis auditeurs de Sud Radio. Dans un instant, Maître Mathieu Davy va nous dire si la Cour de cassation, et enfin, il va nous le dire, si la Cour de cassation, finalement, en prenant cette décision de statuer avant ce qui se fait habituellement, le fait d'une manière neutre. Vous intervenez au 0826 300 300 pour nous dire si, dans l'affaire Marine Le Pen, la justice fait preuve de neutralité. On se retrouve donc tout de suite après ça. 17h-20h, Le débat est intense. Affaire Marine Le Pen, la justice fait-elle preuve de neutralité ? La Cour de cassation pourrait se prononcer sur le pourvoi de Marine Le Pen au plus tard début avril 2027. Habituellement, il faut minimum 1 an pour statuer. Alors traitement de faveur pour une élection propre ou machination anti-RN. Nous en parlons avec nos 3 vraies voix, Michael Sherman, Sébastien Ménard et Maître Mathieu Davy, à qui nous avons posé la question, est-ce normal qu'une cour de cassation qui habituellement prend 1 an à 18 mois dise je vais le faire en combien de temps 6 ou 7 ou 8 mois. Mais comme pour la Cour d'appel, mon cher Fred, la Cour d'appel dans ce dossier aurait dû rendre son arrêt après le premier tour de l'élection présidentielle par les délais classiques de la justice. Ah d'accord. Est-ce qu'il y a eu un passe-droit ? C'est pas un passe-droit, c'est l'organisation juridictionnelle de la Cour qui dit c'est tellement important l'élection présidentielle
Nous, justement, par la séparation des pouvoirs, nous, institutions judiciaires, on fait attention au pouvoir exécutif. Donc on fait en sorte de rendre une décision avant et avec un délai suffisant pour que justement la campagne puisse se faire. En gros, qu'est-ce que va faire la Cour de cassation ? Évidemment, un pourvoi en Cour de cassation, je vous le dis, c'est 12, 18 mois, même 24 mois. Là, dans un de mes dossiers, c'était 3 ans. Ouais. Et là... Parce que c'est Marine Le Pen ? Pas Marine Le Pen, parce qu'on est dans le débat démocratique et qu'il faut qu'effectivement, pour respecter justement la motivation de l'arrêt de la Cour d'appel, qui est de dire les Français doivent trancher, et bien pour qu'on respecte cette décision-là, eh bien on va faire en sorte que nous, Cour de cassation, on est capable de le faire en vérité. On réunit les grands magistrats de la Cour de cassation, on prend ce dossier en priorité parce que c'est prioritaire, et je pense que les Français auraient un consentement à ça pour qu'on puisse savoir effectivement si avant le premier tour, il y a rejet du pourvoi. Ça veut dire qu'on revient à l'arrêt de la Cour d'appel. Donc là, on remet le bracelet électronique. Donc elle a pris un risque. Par exemple, pour le débat d'entre deux tours. Donc elle a pris un risque. Mais c'est pas Ménard. Elle a fait tapis. Elle aurait pu aller voir le juge d'application des peines pour être très clair et négocier la suspension du bracelet. Mais ça veut dire qu'elle a acquiescé à l'arrêt de la peine. Elle disait je suis coupable. Là, elle fait le pourvoi en se disant ça suspend tout. Parce qu'il disait sur le plateau de CNews, je me souviens avant-hier, c'est bon, ça va durer 18 mois, on est tranquille. Eh bien non, la Cour de casse a dit pas du tout. On va rendre l'arrêt avant le premier tour. Donc est-ce qu'elle est neutre ? Attendez. Non, mais je veux juste qu'on soit concret, qu'on aille jusqu'au bout. Parce que quand je vous écoute, là, vous nous déroulez le fil narratif, etc. C'est-à-dire qu'il y a une première décision qui était... je vous rappelle les faits. Non, mais vous rappelez les faits. Mais la réalité, c'est que dans l'opinion publique, vous avez plus d'un Français sur deux qui était persuadé que les juges voulaient choisir les candidats, les candidats à la candidature, et que là, quelque part, il y a une forme de rattrapage pour éviter un trouble à l'ordre public et un trouble à l'ordre démocratique des choses. Je n'aime pas Marine Le Pen, je ne voterai pas pour elle, mais en tout cas, il y avait quand même une sacrée difficulté dans le processus électoral. Mais ça, c'est vrai, vous ne pourrez pas empêcher d'avoir deux visions. Mais c'est pas le narratif du Rassemblement national que de dire, pas vous, mais de dire que les Français, que les juges décident de qui se présente à l'élection présidentielle. C'est le narratif du Rassemblement national. Messieurs, vos deux arguments s'entendent. Je voudrais qu'on écoute Michael Sherman là-dessus. Moi, je trouve ça insupportable, les discours polarisants, que parce que on n'est pas forcément d'accord avec vous, on est forcément d'extrême droite ou on serait des pro-RN. Non, c'est pas ce qu'il a dit. Non, mais bon, en gros, c'est un petit peu ça. Mais non, moi, ce que je voudrais, c'est il y a les décisions de justice et on respecte l'autorité judiciaire. Dans le même temps, en tout cas en termes de jeu politique et de stratégie, ce que fait la justice, à mon avis, ça donne des voix au RN. Tout ce qui est en train d'être fait joue pour le RN, il joue pour Marine Le Pen. Sauf que si la Cour de cassation dit vous êtes... Attendez, si la Cour de cassation dit... S'il vous plaît, messieurs, si la Cour de cassation dit vous prenez le bracelet électronique, Marine Le Pen a dit qu'elle ne ferait pas campagne. Donc, c'est clairement, ça veut dire on vous empêche de faire campagne, Michael Sherman. Quelque part, ça peut être vu comme ça et on peut pas juger les Français et les mettre dans le côté de l'extrême droite parce qu'ils pensent ça et qu'ils ont le droit de penser ça. Maintenant, ce que je vous dis, c'est que tout ce qui va être fait à partir de maintenant, par la justice, ira dans le sens du RN, il va profiter au RN pour l'élection présidentielle. Vous voyez ça comme ça. Bon, c'est intéressant. 0826 300 300, Kevin de Bordeaux. Bonsoir, Kevin. Oui, bonsoir. Bon, vous venez d'écouter, c'est très passionnant. Vous, votre point de vue. Alors, justement, on a besoin que vous tranchiez. Cette décision Cour de cassation anticipée, c'est quoi ? C'est neutre ou c'est pas neutre ? Pour moi, c'est tout sauf neutre. Ce que je voulais préciser, c'est que c'est la forme du procès qui va être évaluée en cassation. Ce ne sera pas le fond. Donc Marine Le Pen a été condamnée par des juges à des niveaux plus ou moins importants. L'appel a été plus clément, semble-t-il, ou plus réaliste et moins idéologue. Ce que je voulais simplement dire, c'est que aujourd'hui, il y a un vrai problème de jurisprudence de la Cour de cassation des années 2000 et même l'année antérieure, qui expliquait que les motifs de poursuite dans le cadre de contrats qui sont tenus par l'Union européenne, c'est-à-dire hors la nationalité française, hors le droit français, ne sont pas opposables et donc, grosso modo, Marine Le Pen a été jugée de façon abusive sur un détournement de procédure et par des juges
dont on voit bien qu'ils sont tous sauf équitables. Voilà. Ok, alors très intéressant et très technique de la part de Kevin. Justement sur l'aspect technique, vous qui êtes l'avocat du soir, juste sur ce que vient de dire Kevin, Mathieu Davy. Mais il faut pas tomber dans cette espèce de populisme. 2 tribunaux ont rendu une décision. Elle n'a pas été condamnée une fois, 2 fois. Le tribunal de première instance, collégialité, 5 magistrats, la cour d'appel, ensuite même 5 magistrats qui ne se connaissent pas, qui ne travaillent pas ensemble. Les 2 ont condamné les faits. Mais ça, vous avez raison, mais on parle d'inéligible ou pas? Faut arrêter de nous dire que c'est une justice instrumentalisée. Bon. L'inéligibilité fait partie de l'arsenal judiciaire, et je dirais même d'ailleurs que à l'extrême droite, ils le réclament depuis longtemps. Et ils le veulent à vie. Ils le veulent à vie. Sébastien Ménard. Donc, l'inéligibilité, vous savez, en fait, d'année en année, il se resserre de plus en plus dans ces dossiers-là. Mais normalement, l'inéligibilité, elle doit tomber une fois que vous avez purgé tous vos recours. Là, la problématique, c'est que l'inéligibilité de Marine Le Pen, elle était... il n'y avait pas d'appel, il n'y avait pas la cassation, elle était tout de suite inéligible. Mais ça lui a servi puisque en temps cumulé finalement. Mais je pense que la justice, en tout cas, même si tout est bien fait, vous avez probablement raison, maître, de le réexpliquer comme ça, il n'en demeure pas moins que pour moi, tout est bien fait, mais elle se ravise face au tollé dans l'opinion publique que ça représentait. Ouais. Sauf que sur cette histoire de cour de cassation qui prend pas le même temps, et moi j'entends ce que dit Kevin finalement, et tout le monde le ressent, bon, il y a quand même une question à se poser. Bon, Michael Sherman, pour conclure sur le sujet. Je pense qu'il faut écouter les Français. On ne pourra pas leur enlever de la tête aux Français qu'il y a eu une volonté d'aller trop vite. Vous savez, si vous allez dans n'importe quel tribunal aujourd'hui en France, vous allez pour la cour de cassation, c'est ça. Mais exactement, mais même pour l'appel. L'appel est allé très vite. Et ils ont voulu, à mon avis, juger trop vite. À mon avis, c'est une erreur de stratégie, mais même de communication de la justice de France. Je parle pas de la décision. Je parle de la volonté d'aller trop vite pour rendre un jugement. Ouais, mais s'ils avaient été moins vite, l'appel, c'est le jugement de première instance de condamnation à 5 ans sur Marine Le Pen avant le premier tour. Il fallait pas, déjà, premièrement, faire une erreur de communication et dire qu'il faut absolument, avant la présidentielle, aller vite pour rendre une décision. La justice ne doit pas se rendre de manière rapide. C'est de ça que je parle. Et même sur la décision de la Cour de cassation, pourquoi dire qu'on va aller plus vite qu'il ne le faudrait pour d'autres personnes en France? Si tous les citoyens doivent être jugés de la même manière, pourquoi est-ce qu'avec Marine Le Pen, il faudrait qu'on aille plus vite? Sauf qu'en termes de calendrier, Michael Sherman, si le procès en appel avait été tombé au moment traditionnel, peut-être qu'on serait tombé, Mathieu Davy, pile dans la campagne présidentielle aussi. Donc voilà. Donc du coup, l'un dans l'autre, 7 citoyens, on irait plus vite qu'avec d'autres citoyens. Bon, parce qu'on parle du chef de l'État. Accepter de penser que ce n'est pas simple quand même cette histoire et que Marine Le Pen n'a pas pris la solution de facilité. Quentin Saunier, que disent nos auditeurs à la question que nous avons posée à faire Marine Le Pen? La justice fait-elle preuve de neutralité? Que disent-ils? Eh bien, écoutez, beaucoup de réactions et encore une fois un sondage très net. 82% estiment que la justice n'a pas fait preuve de neutralité. Beaucoup de réactions aussi en commentaire. On a Mathieu qui nous dit les juges ont été trop laxistes, et on a Catherine à l'inverse qui dénonce une condamnation sévère pour le RN, notamment pour Marine Le Pen. Ça évidemment, ça dépend de quel côté on se place. C'est toujours pareil. Donc, tout va bien. Voilà. On a également un sondage IFOP très intéressant sorti hier. Figurez-vous qu'au second tour, Marine Le Pen l'emporterait dans chacune des hypothèses testées. Elle devancerait Édouard Philippe à 54% contre 46%, Gabriel Attal à 55% contre 45% et Jean-Luc Mélenchon de manière beaucoup plus conséquente à 70% contre 30%. Et ça va dans le sens de ce que vous disiez, Michael Sherman, c'est que c'est le Rassemblement National qui ressort plus fort, c'est ça? Quel que soit le scénario, cela va profiter, à mon sens, au Rassemblement National. Il faut souligner tout de même, parce que je pense qu'on déshumanise aussi, quel que soit le parti de Marine Le Pen. Derrière des élus, c'est comme derrière un policier ou un pompier, il y a un être humain. Je pense qu'il y a une épreuve derrière, et je pense que pas tous les citoyens ou tous les candidats seraient capables de supporter, en tout cas, ce qu'elle supporte aujourd'hui en tant que femme. Alors, juste, je prends 2 minutes en plus et je vous demande, messieurs, autour de la table, et vous savez le faire, d'être très succinct. Mathieu Davy, le débat était tellement passionnant qu'on n'a pas pu évoquer ce que vous vouliez nous dire. Mais je vous donne la possibilité de le dire. Pour vous, Marine Le Pen doit retirer sa candidature alors ? Moi, je trouve que le camp national ou patriote est en contradiction totale. La beauté de la France, c'est pas que ses paysages, ses églises et son vin, c'est aussi son état de droit et ses institutions.
quand on défend l'ordre, quand on défend la chasse aux délinquants, quand on défend l'exemplarité, ça me paraît totalement hallucinant que le chef de file de ce mouvement-là, du rétablissement de l'ordre, se présente au suffrage universel ultime des Français avec des condamnations de prison ferme pour détournement d'argent public. Effectivement, le pourvoi fait qu'elle est présumée innocente le temps du pourvoi. Mais il n'empêche qu'on fait un peu de fiction, quand même on peut le faire. C'est quoi les deux options ? L'option 1, qui est quand même majoritairement en statistique, en data, en pourvoi de cassation, c'est que la cassation rejette le pourvoi. Donc elle est définitivement condamnée. Autre possibilité, le pourvoi déclenche une cassation, mais cassation avec renvoi. Donc on repart devant une cour d'appel, pas la même forcément, on va devant la cour d'appel de Versailles, qui va devoir se prononcer, et dont on ne sait pas quelle peut être l'issue, mais la cour de cassation ne rejuge pas les faits, et matériellement les faits ont l'air d'être assez établis. Donc, on peut pas prendre le risque, en fait. On joue pas au poker. C'est-à-dire que moi, je suis justiciable. J'estime que mon président de la République ne peut pas prendre le risque d'être, in fine, condamné. Et pourquoi je vous dis ça ? Parce que l'image que ça renvoie à l'international est catastrophique. On est encore une fois le pays des Lumières, du général de Gaulle, de l'exemplarité, et on a construit un système juridique et un état de droit, et on va avoir comme chef de l'État une délinquante condamnée à de la prison ferme. Ça pose un vrai problème. Donc, je pense que la crédibilité de Madame Le Pen, c'est de laisser à peut-être Monsieur Bardella, qui lui a un casier vierge, de se présenter. Et je suis pas fan du parti. C'est votre point de vue, message reçu. On en reparle dans un instant. On doit marquer une respiration. Restez bien sous pression. Ça n'arrête jamais. C'est Sud Radio. 17h-20h, les vraies voix Sud Radio. Les vraies voix au cœur de l'actualité, toute cette actualité intense et qui est marquée quand même par un sourire parce que c'est beau, quart de finale de Coupe du Monde ce soir. Vous êtes pour la France, vous êtes pour le Maroc. Vous êtes pour la France, mais vous aimez bien le Maroc. Alors c'est spécial, c'est un match spécial. Autour de la table, des vraies voix. Mathieu Davy, avocat, membre du collectif de défense de l'état de droit. Mickaël Sherman, conseiller municipal, inscrit sans étiquette et président de l'association Engagement France Solidarité. Et l'iconique Sébastien Ménard, l'habitué des vraies voix, éditorialiste et entrepreneur dans la food tech. Qui soutient le Maroc. Et qui soutient le Maroc. Ben oui, parce qu'il a dit qu'il y avait un sens à cette victoire. C'est très courageux. Accueillons François-Louis Bourneau, c'est l'info en plus. Les vraies voix Sud Radio. François Louis, l'info consacrée ce soir. Ah bah bien, parce que là on va parler de football là. Un petit peu, puisque 4 ans après leur premier affrontement en Coupe du Monde, l'équipe de France retrouve le Maroc, vous l'avez dit, pour le premier quart de finale du Mondial 2026. C'est ce soir au Gillette Stadium de Boston. Vous rasez, François Louis? Oui, mais pas avec Gillette. Je ne ferai pas la phrase de pub, malheureusement. D'accord, très bien. Et justement, beaucoup de choses à dire. Déjà, on peut être fier de cette équipe de France ou pas. On va justement poser la question à nos vraies voix. Mbappé, est-ce que c'est le capitaine idéal? Ça, c'est la question. D'ailleurs, il y a même un hymne qui était devenu viral et qui est viral sur les réseaux sociaux. Le Kylian Dictator, ouais. Voilà. C'est l'hymne qui circule. Il y a l'accent espagnol, c'est les Paraguayens derrière. Kylian Dictator. On ne sait pas d'où ça vient, mais en tout cas, c'est l'hymne qui on vous a reconnu, les Paraguayens. Voilà. Et puis, c'est aussi un match très beau à voir, mais un match à haut risque, notamment dans toute la France. Il y a quand même 20 000 policiers et gendarmes qui sont déployés sur le territoire, 8 000 spécifiquement à Paris. Bref, c'est un peu le match de ce quart de finale. Effectivement. Donc voilà, beaucoup de choses à dire. Alors, François Louis, sur le premier point, vous avez dégoté je vais y arriver, un sondage hyper intéressant. Et oui, sondage, une étude IFOP fiduciale justement pour Sud Radio, avec ce premier chiffre que je vous dévoile. Tenez-vous bien, 84% des Français voient l'équipe de Didier Deschamps filer en demi-finale et 68% croient même à une victoire en finale de Coupe du Monde 2026 pour peut-être une 3e étoile sur le maillot. Et c'est plus qu'en 2018 et 2022, dit ce sondage, ce qui fait que la cote de popularité de l'équipe de France ne cesse de croître. C'est ça, on vous donne tout de suite le chiffre. En 2018, à un stade équivalent de la compétition, moins d'un Français sur deux, à savoir donc 46% pour être précis, croyaient au sacre final des Bleus en Russie. C'est une équipe de France dont on peut être fier, Mickaël Sherman. On doit être fier de notre équipe de France. Je pense que Kylian Mbappé incarne ce symbole de capitaine qui va rendre fier notre pays et un peu ressouder, je pense, et réunir le peuple. On y reviendra sur Kylian Mbappé, mais cette équipe de France. Moi je veux cette 3e étoile sur le maillot et je veux voir un peu scène de liesse. Après, j'ai très peur, et je vous le dis avec réalisme, de ce qui va se passer dans les rues. Même
chose. On va y parler. C'est question par question. Vous êtes terrible, Mickaël. C'est-à-dire que quand je vous pose une question, vous me répondez à une autre. Vous m'ouvrez. Ah non, je vous ouvre pas. Je suis fier de mon. J'ai répondu avec fermeté. Pourquoi vous êtes fier de cette équipe? Mais parce que cette équipe de France aujourd'hui est soudée. D'une seule voix parle. Didier Deschamps aujourd'hui est un meneur, je pense, qui va nous rapporter cette 3e étoile. Et il n'y a aucune case qui est négative dans ce mondial. Sébastien Ménard, est-ce que vous êtes fier de cette équipe de France, vous qui n'êtes pas passionné de football? Non mais évidemment, enfin je suis pas passionné de football, j'ai quand même regardé les matchs de l'équipe de France, mais c'est vrai que je découvrais au fil des matchs les différents adversaires. Donc je n'ai pas suivi l'organisation de la compétition, mais oui, on peut être fier de cette équipe de France. Pourquoi? Même question. Parce que on a un collectif qui est extraordinairement enthousiaste, solidaire, un respect quelque part du chef, et le chef c'est Didier Deschamps, et ça c'est juste exemplaire. Enfin, on se rappelez-vous 2010, Roger Lemaire, enfin tout ce qu'on a pu, toute cette génération. Alors 2010 c'est pas Roger Lemaire, c'est Raymond Domenech. C'était Raymond Domenech. Roger Lemaire, il est champion d'Europe en 2000. Exactement. Voilà. Et donc vous aviez toute une génération qu'on
Mais quelle journée nous avons vécue. Nous reviendrons bien sûr tout à l'heure, notamment sur la question des feux de forêt entre 19h30 et 20h avec François-Louis Bourneau. La canicule, attention, protégez-vous. On y reviendra aussi avec avec Rémi André précisément à 19h. Et puis grosse journée à venir, grosse soirée surtout 22h, France-Maroc, quart de finale de la Coupe du Monde. Nous restons bien sûr en éveil sur toute l'actualité et parmi ces grands moments de l'actualité du jour, le Tour de France. Les vraies voix Sud Radio. 6e étape, 186 km 200 entre Pau et Gavarnie-Gèvres. Ils sont passés par le col d'Aspin et surtout par le géant des Pyrénées, le col du Tourmalet. Notre consultant y était, Pascal Chanteur. Bonsoir. Bonsoir à toutes et tous. Pascal, je donne le résultat de l'étape. Premier, Pogačar. Deuxième, Vingegaard à 2,38. Troisième, un groupe à 2,57 avec Del Toro, Evenepoel, Sexas le français, Lipovic, Ayuso, Schielmose, Martinez le français. Ces 9 coureurs sont pratiquement dans le même ordre au classement général. C'est comme si, au soir de cette ascension du Tourmalet, le classement général était quasiment établi, Pascal Chanteur. Non, je ne dirais tout de même pas cela, pour la bonne et simple raison que la course n'est pas terminée, il reste encore plus de 2 semaines, et on ne sait jamais ce qui peut se passer sur une des étapes dont ils vont avoir encore à parcourir. Moi, ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, c'était le 2e round. Les principaux adversaires de Pogačar ont mis un genou à terre, voire pour certains carrément le chaos, je pense à Carapaz. Mais la course n'est pas terminée. Question autour de la table. Michael Sherman. Question non, mais impressionné. Je crois que c'est sa 23e victoire sur le Tour de France à seulement 27 ans. Sans connaître parfaitement ce sport, c'est juste, je sais pas, d'année en année, il surpasse les capacités humaines, physiques, sportives. Ouais. Donc moi, je reste juste impressionné depuis ma chaise. Je suis de radio. C'est vrai que en parlant de Tadej Pogačar, Pascal Chanteur, on a vu quelque chose qui est finalement très rare, c'est-à-dire le champion du monde avec son maillot de champion du monde, le maillot arc-en-ciel, qui passe seul au sommet du Tourmalet, alors qu'on a 40 km de l'arrivée, qu'il est leader du Tour de France. On n'a jamais vu ça. Non, mais on peut utiliser tous les adjectifs pour Tadej. Tadej est un immense champion sur tous les terrains, que ce soit du début jusqu'à la fin de saison. Il le démontre encore aujourd'hui. Son principal terrain de jeu, c'est le Tour de France. Il est là pour gagner son 5e et il veut laisser la place à personne. Et il gagne comme il a l'habitude de gagner parce qu'il est juste un ton en dessous. Un ton au-dessus, et ses principaux adversaires qui se tiennent pour quelques secondes, eux sont toujours pratiquement au même niveau et ils n'arrivent pas à compenser ce delta qu'il y a entre eux et lui. Et parmi ces suivants, il y a 2 Français qui peuvent monter sur le podium, donc Sexas et Martinez. Sébastien Ménard. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que ce grand champion voulait son selfie avec le président de la République qui était sur l'étape. Oui, Emmanuel Macron. Vous l'avez vu, Emmanuel Macron, Pascal Chanteur, aujourd'hui ? Non. Non. Mais vous étiez où ? Vous étiez où ? Voilà. Non, parce que sinon, si vous voulez le voir, Sébastien Ménard vous trouve un rendez-vous. Je vous trouverai un rendez-vous. Allez-y, votre question, Sébastien ? Non, le vrai sujet, c'est que est-ce que on a un vrai challenger qui est susceptible de bousculer ce grand champion jusqu'avant l'arrivée sur les Champs-Élysées ? Parce qu'il y a Vingegaard entre les autres, quand même. Pour l'instant, je vous dirais non. Ouais. Vingegaard est clairement un ton en dessous. Vingegaard va manquer certainement de fraîcheur parce que lorsqu'on l'a vu arriver, n'est-ce pas, Frédéric, on a bien vu qu'il baissait la tête, qu'il était à bout de force, Il a montré ses limites déjà depuis le départ à Barcelone sur un certain nombre, sur les étapes, la 2e étape et la 4e étape. Non, je pense que aujourd'hui, à l'heure où on se parle,
Tadej Pogačar est clairement un ton au-dessus de tout le monde. On revient sur le Tour de France dans un instant de 19h05 à 19h30 on sera avec le double vainqueur de Paris-Roubaix, Gilbert Duclos-Lassalle, notre autre consultant, Samuel Dumoulin. Merci Pascal Chanteur. Bravo les 3 vraies voix, Sébastien Ménard, Mathieu Davy et Mickaël Sherman. Mais quel trio nous avons eu. Merci beaucoup. Et tout de suite, je vous propose d'aller avec Christophe Gicquel en Espagne. Ah, c'est terminé, on n'y va pas en Espagne? Et non, parce qu'à cette heure-ci, c'est Thomas Binet. Ah bah oui, c'est Thomas Binet. Mais pourquoi je dis Mickaël Parce qu'on le retrouvera à 19h50. Ah oui, mais c'est les incontournables de Thomas Binet. Exactement. Mais où avais-je la tête? Mais c'est l'émotion, ça, c'est comme ça. C'est le Tour de France, sans doute. Exactement. Thomas Binet, c'est à vous. Alta Profit